J'ai le grand plaisir d'accueillir cette conférence et je vous présente les 6 personnes qui ont accepté de venir. Alors, Dominique Friard, qui est là et qui est superviseur d'équipe, rédacteur aussi de la revue Santé Mentale, et puis je peux dire autre chose, mais parce que c'est pas, voilà, en tout cas, qui a été mon premier interlocuteur, et après qui m'a mis en relation, qui a fait venir ces autres personnes. Il y a Pascal Lévy, l'éducateur spécialisé. Et après, il y a 3 membres d'une revue numérique qui s'appelle le Lapsus Numérique. Et donc, il y a Christophe Bailly, Paul-Henri Devineur, pardon, et Sébastien Bailly. Firpi, pardon, excusez-moi. Voilà. Et puis, ici, tout près de moi, Simone Molina, qui est psychanalyste, poète, et voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble, en fait? Vous êtes entrés par cette grande porte, et c'est ça ce qu'on va faire ensemble. C'est découvrir ce qu'il y a après une porte ouverte. J'aime faire les choses seule, peindre seule, j'en ai besoin. Mais je suis quelqu'un qui aime partager les choses de la vie. J'aime les transversalités, les ponts, les liens. Dans ma vie, j'ai découvert l'Amérique en découvrant l'inconscient, son incroyable puissance, son intelligence. Et je veux œuvrer à tout ce qui peut concourir à sa reconnaissance dans nos vies individuelles, mais aussi collectives. Et il y a de bien mystérieuses concordances. Vous voyez, au départ, je souhaitais proposer à un conférencier de venir, et ils sont venus à 6. Et moi, je suis la 6e d'une fratrie de 7. Entre parenthèses, je peux dire que c'est particulier, devenir soi-même, c'est compliqué, se différencier, on aimait une vie. Mais on n'oublie jamais ça. Et ça porte, et on se porte. Et là, maintenant, avec eux, nous sommes 7. C'est comme si pour moi, la force première se puisait déjà dans cette configuration-là. Et c'est un peu ça, les chemins de l'inconscient. Alors voilà, je vous donne la parole. Merci. Donc nous vous invitons à une promenade énoncée de différentes façons autour de la fonction phorique, autour de ce geste de Christophe qui porte le Christ, qui porte le monde. Il aurait pu se nommer réprouvé, comme le Christophe de la légende chrétienne avant qu'il ne se fasse passeur. Réprouvé, il l'a été. Il a connu les geôles psychiatriques, celles dont on ne revient jamais tout à fait. Enfermé ici, attaché de longs mois là, au point de devoir faire de la rééducation pour compenser la fente musculaire. Il ne tenait plus debout et nul ne le portait. Il a connu le temps arrêté, suspendu, étal comme un poteau noir. Il a éprouvé dans sa chair la morsure répétée des lanières et des sangles. Enfermé, rivé à son lit, cloîtré dans son propre corps, impuissant, il s'est uriné dessus, a senti le liquide chaud couler le long de ses cuisses et l'humidité persistante des draps. Ravalé au rang de bête, il a hurlé tant et plus, s'est débattu, en vain. Ses geôliers, en blouse blanche, n'entrait dans sa cellule qu'avec une seringue à la main. Faut-il rajouter qu'il s'est aussi chié dessus? Que l'odeur de sa merde a été parfois sa seule compagne? Il a connu l'étendue de jours qui n'en finissent pas de ne pas passer, de jours qui succèdent à des nuits interminables, plus vastes même que l'ennui. Quel juge l'a condamné à 6 mois de torture? En psychiatrie, c'est le nom de ce pays, en ce temps-là. Il n'y avait pas besoin de juge, ni
d'avocat pour enfermer et attacher les réprouvés de la raison. Il suffisait d'une prescription médicale que personne ne remettait en cause. L'isolement, la contention était considérée comme thérapeutique, forcément. C'était pour le soigner, pour qu'il rentre dans le sillon, que le remède soit pire que le mal, quelle importance. Pour les petits bourreaux besogneux de Quissac, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et Limoux, ce qui importait, c'était que l'ordre psychiatrique règne. Que force reste non pas à la loi, parce que même à l'époque, une clinique telle que celle de Quissac n'avait pas le droit d'enfermer des patients qui demandaient d'être hospitalisés. Que force, donc, reste à la force. Impunité totale, absence de contrôle, et Christophe attaché à son lit, attendant qu'Isabelle Adjani surgisse pour le délivrer. Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Spider-Man, le Christ ou Bouddha, dans une telle occurrence, au fond, c'est la même chose. Un produit de l'imaginaire pour entretenir une fragile lueur d'espoir, à peine une luciole. Quand Christophe, que je considère comme un géant, me parle aujourd'hui de cette époque révolue, dont le souvenir le réveille encore parfois la nuit, plus de 20 ans après, quand les yeux mouillés, il me livre quelques bribes de ce terrible vécu, il me dit « Tu sais, Dominique, j'ai failli être tué en Bosnie par Karadzic, Mladic et leurs sbires. J'ai connu bien des hôpitaux qui n'avaient d'hôpitaux que le nom. C'était dans des dictatures. Je pouvais comprendre leur violence. Mais là, en France, dans un pays qu'on dit démocratique, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Christophe a été caméraman pour une chaîne de télévision. Son travail l'a amené à Sarajevo, en Bosnie, sur quelques autres théâtres de conflits armés. Hébergé avec les autres correspondants de guerre, dans la capitale bosniaque, tout près de l'hôtel où se réunissaient les chefs de guerre, il avait décompensé un état psychotique en pleine épuration ethnique, convaincu qu'à lui tout seul, il pourra éviter le bain de sang. Il suffirait de leur parler et ils comprendraient. S'il n'a pas été exécuté sur le champ, c'est peut-être en raison de l'ampleur de son délire, et au fait, qu'en dehors d'être un criminel de guerre et un poète, le président serbe Radovan Karadzic avait été psychiatre. Christophe fut rapatrié en France. Comment survit-on psychiquement à de telles violences? Christophe avait un père. Quelle que soit l'ampleur du délire de son fils, quelle que soit la violence des mots qu'il proférait, ce père était là. Il parcourait toute la France pour le voir, pour l'assurer de son soutien, pour lui offrir le plus de présence possible. Il était là, pour son fils, comme un phare dans la nuit. Il repartait parfois sans avoir pu le voir, certains bougent interdisant la visite des familles. Qu'importe. Il était là pour son fils. Il demeurait. Il réussit à convaincre le psychiatre traitant, en exercice libéral, qu'il fallait changer Christophe d'établissement. Médiqué, sanglé, quasi inconscient, réprouvé, arriva donc une nuit à Sainte-Marie de Privas. Il fut attaché dans une chambre d'isolement presque par réflexe, en suivant la prescription du psychiatre de Limoux. Le vieil infirmier de nuit qui travaillait dans cette unité avait la contention en horreur. Il décida donc, après avoir échangé quelques mots avec l'arrivant, de les détacher. C'est peut-être le moment où réprouvé redevint Christophe. Une personne, un sujet, et non plus une chose qu'on attache et qu'on pique. En tout cas, plus de 20 ans après, il exprime sa gratitude vis-à-vis de ce vieil homme qui a aujourd'hui l'âge. Cette confiance accordée d'emblée par cet homme qui ne le connaissait pas l'a marqué. Il s'est senti porté, soutenu. Il a pu se reconstruire pas à pas. À ce moment-là, le non-lieu qu'était cette chambre anonyme, cet infirmier destiné à n'être qu'une ombre au milieu de tous ceux qui s'étaient succédés depuis des mois, sinon des années, sont devenus quelqu'un quelque part. Et dans ce mouvement même, Christophe s'est retrouvé lui-même. Quelque chose dans cette rencontre a fait événement pour lui. Il a pu investir l'ergothérapie et l'ergothérapeute de Privas, créer, s'ouvrir à des relations qui ne le précipitent pas en enfer. Bref, remonter à la surface de sa vie. Ça a pris un peu de temps, bien sûr, mais le mouvement était lancé. Le torrent qui l'emportait, le ballottait, ne pouvait presque plus rien contre lui. C'est un peu ça, la fonction phorique. Pascal Lévy vous en dira davantage. Ça fait 20 ans que Christophe n'a plus été hospitalisé. Nous avons fêté cet anniversaire le mois dernier.
Quand nous avons commencé à travailler ensemble, sa demande était de pouvoir vivre au moins 2 ans sans se retrouver hospitalisée. Quand Catherine Tartanac m'a parlé de son exposition et m'a présenté les premières images de ses tableaux, j'ai immédiatement associé avec Christophe, et pas simplement en raison de son prénom. Un vague souvenir du Roi des Aunes de Michel Tournier, aujourd'hui retrouvé. Depuis mes années d'initiation au collège Saint-Christophe, je n'ai cessé d'observer des hiéroglyphes tracés sur mon chemin, ou d'entendre des paroles confuses murmurées à mes oreilles, sans rien comprendre, sans pouvoir en tirer autre chose qu'un doute supplémentaire sur la conduite de ma vie, mais aussi, il est vrai, la preuve réitérée que le ciel n'est pas vide. Pour Christophe, comme pour Abel Tifauge, le héros du roman de Tournier, tout est signe. Mais il faut une lumière ou un cri éclatant pour percer notre myopie ou notre surdité. Pour Christophe, le hasard n'existe pas. C'est pour cette raison qu'il se dit animiste. Chaque objet est habité par une forme de vie qui fait signe à celui qui sait lire. Tout a un sens qu'il faut déchiffrer. Tout doit avoir un sens, sinon le monde, l'univers tout entier s'effondrerait, et lui avec. Que me veut l'autre? Que me veut le grand autre? Christophe s'épuise à ce travail de déchiffrement. L'univers attend quelque chose de lui qu'il ignore et qu'il doit inlassablement chercher. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on roule en voiture, on croise un véhicule plutôt qu'un autre? Le hasard étant exclu, il faut établir une théorie qui explique le mouvement aléatoire des voitures. Comment savoir ce que nous veut le conducteur? Christophe a résolu le problème en catégorisant chaque conducteur en fonction de la voiture qu'il conduit. Une sorte de DSM-5 pour conducteur. Ainsi, un conducteur de Mercedes est-il a priori bienveillant? Mercedes est un prénom de femme. Quelqu'un qui conduit une voiture qui porte le nom d'une femme, que Christophe imagine accorte et agréable, ne peut lui vouloir que du bien. En revanche, le conducteur d'une Toyota est-il a priori suspect de mauvaises intentions? Véhicule japonais, exploitation des ouvriers, le conducteur d'une Toyota est forcément un sale type. Toutes les marques de voitures sont ainsi répertoriées et leurs conducteurs catégorisés. En tant que soignant, je trouve ça fascinant. Ce pourrait être aussi innocent que le jeu des enfants qui comptent les voitures rouges lors d'un voyage un peu trop long. Le seul petit problème est que si un conducteur de Toyota lui fait une queue de poisson, Christophe accélère, le coince et lui met une tête au paré, ce qui entraîne coups et blessures, plaintes et au bout du bout, une hospitalisation. Comment introduire du doute dans son DSM? Revenons au mythe. Lorsque le réprouvé du mythe rencontre un ermite qui lui explique les principes de la foi chrétienne, face à l'incompréhension du géant, l'ermite finit par lui dire « Tu iras te poster à telle rivière tumultueuse et tu aideras les gens à traverser. » Le géant se construit donc une cabane auprès de la rivière et chaque jour, aidé d'une perche, il fait traverser les voyageurs. Un jour, longtemps après, il entend la voix d'un petit enfant qui lui demande de lui faire traverser l'eau. Il sort de sa cabane et ne voit personne. Ce n'est qu'au 3e appel qu'il voit l'enfant qui l'attend sur la berge. Il le prend sur ses épaules et commence la traversée. Mais à mesure qu'il progresse, l'enfant devient de plus en plus lourd et la rivière se fait de plus en plus menaçante, tant et si bien qu'il manque d'être emporté par la rivière en furie et noyé par le poids de l'enfant. Une fois l'enfant déposé, réprouvé lui dit « Enfant, tu m'as exposé à un grand danger et tu m'as tant pesé que si j'avais eu le monde entier sur moi, je ne sais s'il aurait été plus lourd à porter. » L'enfant lui répond « Ne t'en étonne pas, Christophoros. Tu n'as pas eu seulement tout le monde sur toi, mais tu as porté sur tes épaules celui par qui le monde a été créé, car je suis le Christ ton roi, à qui tu as en cela rendu service. Et pour que tu saches que je dis la vérité, quand tu seras repassé, enfonce ta perche en terre devant ta cabane, et le matin, tu verras qu'il a fleuri et porté des fruits. » L'enfant disparaît à ses yeux. Christophe fait ce qu'il lui a dit, et le lendemain, des feuilles et des dattes ont poussé sur sa perche. Qu'est-ce qui, dans le mythe et dans la série de représentations qu'en a brodé Catherine Tartanac, me fait associer avec ce Christophe que je connais? C'est ce moment où le géant a la sensation de porter le poids du monde et où il sent qu'il pourrait se noyer ou être emporté par les flots.
Le Christophe, dont je suis aujourd'hui l'ami, porte en permanence le poids du monde sur ses épaules. Il s'y épuise. Tant que Christophe cherche, tout va bien. C'est quand il sait, quand il a la conviction d'avoir trouvé le lien entre un événement, une intentionnalité, que la situation devient bouillante. Autrement dit, quand la pesanteur disparaît. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il s'est senti mobilisé. Que pouvait-il faire pour faire reculer l'abominable autocrate qui manipule les règles démocratiques à sa guise? Que devait-il faire? Il a commencé à regarder en boucle les chaînes d'information en continu. Littéralement fasciné, il ne pouvait en détacher son regard. 24 heures sur 24. On attend de lui quelque chose, mais quoi? Il s'est aussi mobilisé pour les retraites, lui qui ne touchera jamais la retraite à 1 200 €, lui guette un signe qu'il pourrait interpréter et qui lui permettrait de porter la charge du monde. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur les voitures. Il me semblait qu'il y avait des failles dans son raisonnement. Un jour où j'étais moi-même en panne, j'ai trouvé une solution acceptable pour lui, le peu de doute qu'il pouvait supporter. Mon garagiste m'ayant prêté une voiture de courtoisie, une Toyota, je lui ai demandé si, roulant momentanément en Toyota, j'acquérais les caractères du conducteur de Toyota ou si je restais un conducteur de Rover. Finirais-je un jour par être contaminé? Et si oui, au bout de combien de temps deviendrais-je un conducteur de Toyota? Quand devrais-je au plus tard rendre la Toyota? La réponse n'était pas simple. Nous y avons longuement réfléchi ensemble. Une fois le problème résolu, j'étais d'abord Dominique, son infirmier référent, ma condition de conducteur n'arrivant qu'en deuxième, il n'y avait pas de doute. Nous l'avons élargi. Que se passe-t-il quand une femme qui roule en Toyota utilise la Mercedes de son mari pour aller chercher son enfant à l'école? Nous avons ainsi maintenu le doute. Chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une solution définitive, Christophe venait me la soumettre et nous y réfléchissions ensemble. Christophe porte le monde sur ses épaules et moi, parfois, je le porte avec lui. En ce qui concerne l'Ukraine et les retraites, nous n'avons pas encore trouvé de solution satisfaisante, mais nous y travaillons. En attendant, les conducteurs de Toyota de la région PACA ne savent pas ce qu'ils me doivent. Merci. Donc je vais tenter de vous parler un petit peu de la fonction phorique, en tout cas, en partie en tout cas, et ce à quoi ça fait écho, ce à quoi ça s'origine un petit peu, et notamment du côté de Winnicott et du holding, hein, qu'on peut traduire par le maintien, le portage. Au départ, quand même, cette fonction phorique, comme le rappelle Pierre de Lyon, donc psychiatre, c'est un concept qui a émergé dans le domaine du soin psychique, hein, et était destiné un petit peu à penser la prise en charge de personnes en grande souffrance, notamment au niveau de l'autisme, des dépressions, etc. Et aujourd'hui, en fait, elle s'étend à tous les métiers de la relation, hein, de cette relation interhumaine, à la fois dans la pratique, mais aussi dans son déploiement institutionnel. Encore un peu plus près. Faut que tu le bouffes, quoi. Ah ouais. C'est bon? Donc, Donald Winnicott étudie avec une attention très particulière les relations entre les mères et leurs enfants. Alors qu'à son époque, la psychanalyse avait tendance à se centrer sur le fonctionnement intrapsychique, Winnicott souligne, lui, tout au long d'ailleurs de son œuvre, l'importance des relations interpersonnelles, en particulier chez l'enfant. Donc je vous le disais un petit peu, le holding, hein, on va le nommer toujours comme ça, peut être traduit par le portage, le maintien, mais désigne aussi l'ensemble des soins qui sont donnés à l'enfant par la mère et par son entourage. Et sa capacité à contenir ses angoisses, à la fois sur le plan physique, hein, le fait de porter dans les bras, de bercer, etc., et psychique, c'est-à-dire cette capacité à penser les émotions de l'enfant. Winnicott décrit notamment dans la relation spécifique qui s'instaure lors des premiers mois de la vie entre la mère et son bébé. Il parle donc
deux autres notions, qui est la préoccupation maternelle primaire, qui est cette préoccupation de tous les instants, pour décrire un peu le lien qui s'instaure, et entre la mère, qu'il nomme suffisamment bonne, ou en tout cas assez bonne, puisqu'il y a toujours des manques évidemment, donc entre cette mère et son enfant. Il y a aussi deux autres notions qui viennent s'articuler avec ça, c'est le handling, qui est la manière de porter, on va dire, physiquement, des soins pratiques, dirons-nous, quasiment, c'est-à-dire dans l'habillage, le bain, etc. Ceci dit, même dans l'habillage, le bain, donner le bain à un enfant, etc., ça n'empêche pas, on n'est pas des robots, et effectivement, on pense, on continue de penser, d'apporter des soins, on discute, on parle. Le portage, donc, le holding, pardon, et le portage, est d'abord décrit comme un portage effectivement physique, une manière de tenir, de porter le bébé. Et Winnicott souligne que certaines mamans, effectivement, n'arrivent pas à tenir cet enfant, comme si leur main n'était pas assez sûre. Et j'ai pu rencontrer d'ailleurs quelquefois des mamans en séance, comme ça, qui ne pouvaient rien dire, en effet, sur... il y avait une sidération face à ce nouveau-né. Et elles pouvaient dire qu'elles étaient incapables de pouvoir traduire quels étaient les besoins de leur enfant. Et il a fallu quelques mois pour qu'elles puissent dire ensuite, je commence à comprendre là ce qu'il veut. Je voulais dire même sur des choses très simples, c'est-à-dire, je me souviens d'une séance où le petit, vous savez, fait dans sa couche, donc il avait toutes les attitudes, pour moi en tout cas, de l'enfant. Et je le fais remarquer à la mère qui me dit, ah bon, vous croyez, voilà. Pourquoi je dis ça? Oui, je dis ça donc parce que les mains ne passent assez sûres, et puis une sorte de... On trouve ça d'ailleurs dans la dépression, c'est-à-dire un arrêt, un peu, une sidération, un arrêt de la pensée. Cette dimension psychique du portage est également essentielle, car elle renvoie à la capacité d'attention, donc de la mère, à la qualité de sa présence, on le disait, à la capacité de penser les émotions du bébé, et à s'interroger sur les sources des pleurs, lui parler pour le rassurer. Cette dimension est rapprochée notamment avec la notion de rêverie maternelle chez Rabiot, c'est-à-dire la transformation des émotions qui sont incompréhensibles pour le bébé. Une transformation en image, en pensée ou en rêverie. Cette capacité donc à traduire les émotions, les sensations du bébé, à leur donner corps, une consistance, assure une continuité psychique. Et ça, je crois que c'est un terme important, la question justement de la fonction de continuité. Et donc un sentiment d'exister et d'être au monde. Lorsque ça ne se fait pas, les risques sont liés à des angoisses qui ne sont pas parlées, qui restent là et qui tournent chez le bébé. Et notamment dans toutes ces angoisses qui sont les angoisses d'effondrement, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard avec un exemple. Des craintes d'anéantissement, que me dit Winnicott, qui est une agonie primitive, qui correspondrait à une sorte d'interruption de l'être, une rupture donc, dans la continuité. Et je disais que ce portage familial est une condition essentielle pour le développement du tout petit. Pour autant, ce mouvement, dans ces mouvements, en tout cas, l'enfant est aussi le dépositaire d'une histoire familiale, des fantasmes et des désirs familiaux. D'ailleurs, le psychanalyste Albert Sicone nommera ça la mission du nourrisson. Il en voit deux, une mission narcissique, une mission réparatrice. C'est-à-dire, cette mission du nourrisson de l'enfant a assuré une continuité narcissique, et cette fois-ci du côté du parent, et une histoire qui est parfois lourde à porter. Freud soulignera dès 1914 cette continuité narcissique lorsqu'il décrit l'idéalisation dont fait l'objet le bébé. Il existe, dit-il, devant l'enfant une tendance à suspendre toute
toutes les acquisitions culturelles dont on a extorqué la reconnaissance à son propre narcissisme, et à renouveler à son sujet la revendication de privilèges depuis longtemps abandonnés. L'enfant aura une meilleure vie que ses parents. Il ne sera pas soumis aux nécessités dont on a fait l'expérience qu'elles dominent la vie. Les lois de la nature, comme celles de la société, s'arrêteront devant lui. Il sera réellement à nouveau le centre et le cœur de la création. Sa majesté le bébé, comme on s'imaginait être jadis. Ce que Freud décrit, et dont tout enfant est porteur, est d'assurer une illusion de continuité narcissique. Une fonction essentielle de tout enfant consiste en effet à assurer l'immortalité narcissique parentale. Il en est le dépositaire et le porteur. Sa majesté le bébé, comme dit Freud, devra accomplir tous les rêves et désirs que les parents n'ont pas mis à exécution, du fait notamment des contraintes imposées par la réalité. D'autre part, cet enfant doit venir donc, et ça c'est une mission dont on parle de la psychologue, une mission de réparation des blessures, des échecs et des frustrations. Ces éléments seront en partie traités par le lien développé entre les parents et l'enfant. Il aura affaire avec les expériences infantiles des parents, mais aussi avec les traumas familiaux. Salvador Dali est né 2 fois. Le premier mourut à 21 mois d'une méningite. Les parents ne se remettront jamais de la disparition de leur enfant. Le second, Salvador, celui que nous connaissons, le père, naîtra 1 an plus tard. Dali devra porter le poids de la culpabilité toute sa vie, en étant convaincu d'avoir volé la vie même de son frère. Il a toujours su que ses problèmes, mais aussi sa gloire en quelque sorte, avaient pour origine cette tragédie. Toutes les excentricités que je commets, dit Dali, toutes mes incohérences sont la constante tragique de ma vie. Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant. Et concernant ses parents, Dali ajoute, lorsque mon père me regardait, il s'adressait autant à mon double qu'à moi-même. Je n'étais sous ses yeux que la moitié de ma personne, un être de trop. Et je m'entends porter à mon flanc une blessure saignante que mon père, impassible, insensible, ignorant ma douleur, ravivait sans cesse par l'amour impossible qui portait à la mort. La mère de Dali semble aussi peu sensible à sa détresse. Elle parlait souvent de son premier-né disparu comme d'un génie. À savoir que le terme de génie est repris régulièrement par Dali lorsqu'il parle de lui-même. Elle amenait souvent Salvador Dali devant la tombe de son petit frère, apercevant son nom et son prénom sur la pierre tombale. C'est bien quelque chose là qui vient faire effraction dans la psyché de l'enfant. L'univers de Dali, sa peinture, comme une façon de mettre en lumière le monde du rêve et de sublimer ces conflits qui l'habitent, comme une porte de sortie, en tout cas une tentative de se libérer, en quelque sorte, du poids de son histoire. Finalement, pas tout le monde, quand même, arrive à transformer cette douleur, à la poser sur la toile, mettre de la couleur métaphorisée, et faire porter à la toile quelques-unes de ses angoisses. Dans l'hôpital de jour dans lequel je travaille avec les adolescents, il arrive une drôle d'histoire. Une fois, j'arrive dans le couloir et j'entends « Portez-moi, portez-moi !» Ça hurlait. Je m'écroule. D'ailleurs, moi j'entends je m'écoule, parce qu'il n'y a rien à voir. Si ce n'est, peut-être que le temps ferait son affaire. Et je vois un adolescent allongé. Ce jour-là, juste quelques paroles suffiront à ce qu'il se relève. Et puis, il se met à marcher avec moi, et puis on va dans la salle d'activité. C'est une salle où on fait quelques activités comme ça, on bricole. On va dire qu'on bricole un morceau de carton, de papier, de peinture, des ciseaux, de la colle, un peu importe. Et on est avec, côte à côte, physiquement. Dans le premier temps, il a sa tête posée sur la table, le front. Quelques jours auparavant, il avait arraché un morceau de grillage, et je l'avais mis là, dans un carton, dans cette salle-là, et puis je prends ces morceaux de grillage, fil de fer, assez rigide,
Et je commence à me tourner, je me dis d'ailleurs que cet enfant me donne quand même pas mal de fil à retordre. Et je continue à tordre ce fil-là, en faire une spirale, en faire un ressort. Là, il lève la tête. Il me dit, mais c'est pas mal ce que tu fais. Je le remercie. Et puis, il commence à faire le bout de papier, il attache une ficelle, et puis il vient poser cette ficelle-là au milieu du ressort, comme un pendule. Je ne ferai pas d'interprétation par rapport à ce qui a été fait, ça, peu importe, sur cette co-construction. Je dirais que là, il y a plusieurs éléments sur lesquels on pourrait revenir, notamment cette proximité corporelle qui vient de maintenir, dont je parlais. Il y avait cette mise en commun aussi, un peu cette rêverie peut-être de mon côté. Et puis, lui qui intervient aussi dans cette rêverie-là, et puis on fait ça ensemble. Il n'en dira rien d'ailleurs de plus que ce que nous avons fait. Et nous laisserons cet objet par le mystère. Pour terminer, je dirais que cette fonction phorique permet de partager un peu de cette charge trop lourde à porter pour le sujet. Dans un à côté, mise en mouvement par le transfert, contenir une décharge, venir dans la parole, mettre en mots, mettre en geste. Ce qui peut être d'ailleurs porteur de sens pour le sujet lui-même. Mettre en mots et en geste des sensations qui viennent le déborder psychiquement et dont le corps ne serait qu'une partie visible d'une détresse ou d'une angoisse insurmontable sans la présence de l'autre avec un grand A. Être là, pour border, mettre en récit ce qui fait béance dans l'histoire du sujet. Une présence psychique, une rêverie qui assure une continuité dans sa vie, pour un temps du moins, pour celui du passage. Merci. Donc oui, je commence par vous remercier d'inviter le collectif Lapsus Numérique. Donc juste un petit mot sur le collectif, c'est-à-dire c'est un collectif de Marseille, et modestement, chaque année, on fabrique une revue avec les membres du collectif et des contributeurs. Les derniers étaient sur l'amour, le passage, la prochaine sera sur la nuit, et on est d'autant plus heureux d'être ici que nos questions, en fait, tentent de tisser l'art et la psychanalyse, de champs intéressés par la question de l'inconscient, et on essaie de formuler un petit peu les questions que l'art et la psychanalyse peuvent se poser mutuellement. Donc on est très heureux d'être là. Voilà. Donc moi je vais juste dire deux, trois mots, non pas de commentaires des tableaux, mais de partager un peu les associations que ça a pu provoquer chez moi, de voir ces œuvres dans cette question du tissage art et psychanalyse. La première chose, c'est ce que vous écrivez et l'effet que ça produit de regarder vos tableaux et d'être regardé d'ailleurs par ces tableaux. C'est cet affranchissement, cette tentative d'affranchissement du conflit, figuration, abstraction. Et ça crée un effet que je trouve très intéressant dans la façon dont vous représentez le corps, c'est-à-dire on oscille finalement entre un corps du côté de la figuration, mais c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est entremêlé, il y a un continuum entre les deux. On oscille entre un corps, je dirais, visible, du côté du visible, des contours, un corps unifié, un corps qui fait solidement ancré dans le sol, avec cette figure de Saint Christophe qui est connue pour sa force physique, etc. Et sur l'autre versant, du côté de l'abstraction, il se dévoile, il me semble, dans ces peintures, finalement, l'invisible du corps. C'est-à-dire, je pense notamment à ces peintures-là et celles du fond, où le corps n'est plus réduit au visible et à son contour, mais à des traits, comme une cartographie invisible du corps,
la façon dont il se dessine et qui est voilée par eh bien, le côté visible du corps. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose là où vous redonnez par la peinture, et c'est un peu l'acte magique de la peinture, vous redonnez à l'invisible une localisation. Voilà. Et donc c'est l'acte magique de la peinture, mais c'est aussi, on pourrait même actuellement en faire un acte, je dirais, politique, hein, c'est-à-dire à l'ère, à une époque du tout vu, du tout voir et du dévoilement, redonner une place à la question de l'invisible, c'est aussi un acte politique. Et cette question interpelle la psychanalyse dans le sens, alors moi je travaille beaucoup avec des adolescents et des jeunes adultes, et on pourrait appeler ça une clinique des corps tenus à l'œil, hein, c'est-à-dire de rencontrer des sujets qui se sentent mal logés dans leur corps, de se sentir trop vus, alors pas beau, pas belle, trop petit, trop gros, pas assez ceci, pas assez cela, mais c'est-à-dire d'un corps qui serait réduit à invisible, à du vu, à du visible, et qui ne se supporte plus, qui ne s'oriente plus par la question de l'invisible, qui donne une légèreté au corps plus facile. Hein, voilà, ça a un effet sur la pesanteur du corps. Et ça interpelle la psychanalyse dans le sens de, finalement, dans cette clinique-là, il y a à s'orienter par la question de l'invisible, c'est-à-dire faire le pari que la parole permet de revêtir le corps, c'est-à-dire lui redonner un voile symbolique, un voile de langage, qui permet de redonner à l'invisible du corps une place. Et le deuxième point, et après je passe la parole, mais c'est ce parti pris que vous avez, que vous faites, de laisser dans cette scène de Saint-Christophe et du Christ l'autre rive hors champ des peintures. Dans les tableaux, on ne voit pas l'autre rive. Voilà. Et là, alors pour faire écho encore avec la question de la psychanalyse, c'est-à-dire que la destination est inconnue. Voilà. Bon, elle est hors champ, mais moi ça me fait écho comme ça, c'est-à-dire comment dans le champ du travail analytique, la destination reste inconnue et il s'agit de le supporter, voilà, de supporter que la destination reste inconnue. Et là, il s'agirait du coup moins, alors dans cette clinique-là, c'est pas généralisable, mais il s'agirait moins de porter le sujet vers une autre rive, de l'amener à la destination, parce que s'il a le malheur de se retourner, eh bien l'autre rive est encore en face de lui, en fait, il pourrait vouloir retraverser. Donc il s'agirait moins de porter vers l'autre rive que de supporter à côté de lui l'inconnu d'une destination. Voilà. Et il me semble que c'est une condition pour qu'il y ait dans le travail analytique une création possible, que le sujet puisse aborder créativement sa propre histoire. Cet inconnu de la destination comme possible création et peut-être possible légèreté du corps. Voilà. Je passe la parole à Sébastien. Merci Paul. Dans le fil de Scopolainen, je vais essayer de proposer quelques mots qui peuvent un peu, par association, laisser nous inspirer par ce rapport au thème, par le lien entre art et psychanalyse, autour de la question ce qu'on supporte pour porter et inversement. Donc, entre art et psychanalyse, en effet, il y a un croisement. Donc, si aujourd'hui on attrape sous le thème du portage, est-ce qu'on peut dire que de porter à supporter, il se dessine une forme d'aller-retour, même si à première vue paradoxale, entre support et charge? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on tolère, qui serait plus ou moins du côté de la souffrance, mais jamais sans une part de ce que l'on s'inflige nous-mêmes, quand bien même malgré nous. C'est toute la question que pose le psychanalyste. Il le pose, il se pose et il suppose. C'est-à-dire que pour celui qui porte et supporte, c'est pas tant le poids du monde,
mais c'est plutôt l'effet d'un arrimage au singulier dans le monde. On pourrait l'attraper donc du sujet au collectif. C'est-à-dire qu'on accueille le poids du sujet qui endure au travers de ce qu'il ne supporte plus quelque chose qui ne tient plus. Il restera à différencier tout ce qui est la question du soutien, du soin, de l'analyse en tant que telle. 3 petits points. Donc la clinique, notre pratique, on pourrait tisser une jointure donc, par rapport à ce qu'il s'agit de l'épreuve quotidienne et vis-à-vis du travail artistique. C'est-à-dire on peut évoquer l'épreuve de l'éprouvé et l'épreuve de l'œuvre. Alors est-ce que toutes deux font expérience de ce qu'on appelle la modification de l'être? On dit souvent que l'artiste précède le psychanalyste, mais en réalité, à quoi ça tient? Est-ce parce qu'il dépeint une ouverture à l'inconscient à sa main? Donc en termes éthiques, toujours du côté de la pratique, il y a l'exigence pour nous, quant à un travail, de ce qu'il en est de la propre participation, responsabilité à ce qui se passe. Évidemment, pas sans l'hypothèse de l'inconscient, encore une fois, et qu'on peut formuler ainsi: quelle est votre propre part dans cette affaire dont vous vous plaignez? Donc, évidemment, ensuite, il faudrait trouver et acter la marge de manœuvre critique face à la fameuse quête d'une pleine santé, d'un bonheur de complétude, etc., etc. Donc, la psychanalyse, en tant qu'épreuve, donc, est bien sûr effet difficile de solitude, mais à terme, plus seul à être seul. Donc, ces déplacements, dans l'idéal, on se sort d'affaire, on se sort de là où on est empêtré, par l'étayage de ce que le sujet noue et dénoue par la parole, pour, très jolie formule qu'on aime reprendre, changer le cours de son histoire. Donc vers le désir par l'acte. Donc aujourd'hui, cette exposition, selon son auteur, quand on lit les quelques écrits qui l'entourent, est intemporelle, ce qui à nouveau évoque la question de l'inconscient. Pas de temporalité pour ce lieu, en dehors du sens, dont le rêve nous témoigne l'accès. Le temps est déconstruit, pulvérisé, et il ne reste que des bribes. Alors avec ces bribes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, notre petite historiole. À chacun sa façon. Donc l'artiste, encore une fois, nous livre ici, je la cite, une sobre présence sans puissance particulière. Et là apparaît une résonance avec ce qu'on pourrait appeler la place humble du clinicien: sobriété, pondération, retrait, patience, parce que ça passe par l'acte. L'acte du dire, l'acte d'écrire, l'acte de création. Donc la question qui vient, c'est qui porte qui? Qui sous-porte qui? On peut dire sous, parce que ça se passe en sous-jacence. Qui est sous, qui est dessous, sans dessus-dessous. Bon, qui est sous cette portée? C'est-à-dire pourquoi l'un et l'autre s'y mettent? Donc la position de l'analyste, ce serait de se trouver à portée de l'insu du sujet. Donc en d'autres termes, comme le souligne l'artiste et que relevait Paul tout à l'heure, c'est-à-dire s'affranchir du conflit. On pourrait dire du conflit entre réel et réalité. Donc en lieu et place de cet espace, cet entre-deux, cet entre, immuable, ineffable, mais qui fait signe d'effet de la traversée subjective. Et on fait l'expérience qu'à chaque fois qu'on cherche des mots pour tenter de la définir, de définir cet espace, à chaque fois qu'on croit les avoir évoqués, quelque chose se perd. Est-ce que c'est un petit peu comme le passage à l'œuvre, si on peut dire? Donc si on attrape la question par ce mouvement structuration-déstructuration, on pourra peut-être se rendre compte que la structuration, ça rate, déstructuration, ça rate encore. Cependant, les deux se déploient et se répondent sans cesse et nous amènent vers la visée d'une fabrique d'un objet. Donc si l'artiste vise le réel, l'analyste, lui, en supporte ses méfaits. Et l'un et l'autre se rencontrent justement autour de cette figure abstraite. Donc à nouveau, avec les mots de l'artiste, il s'agirait de larguer les amarres de la figuration. Donc est-ce que cette expression est particulièrement matérialisable en quelque sorte, ou est-ce que c'est à peu près là que c'est le plus parlant quand on regarde la toile 25? Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est assez extraordinaire. Ici, là, en fait, elle est un peu cachée.
Et cette toile 25, justement, quand on observe le film séquencé qui témoigne du parcours de construction, c'est assez époustouflant. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que sur la machine, on voit les dessous portants, en quelque sorte, où le figuratif s'inscrit à la fois caché, voire repenti. C'est-à-dire comme tenant lieu de l'abstraction elle-même. Donc ainsi, est-ce atteindre une représentation de l'irreprésentable, telle que justement, nous, on pense percevoir la réalité, qui en réalité nous fait toujours une grimace. Donc plutôt que de peindre ce qui se voit, l'artiste alors symbolise, il fait trace, marque imperceptible, et propose une forme devenue informe, et justement, est-ce que c'est par cet acte que se produit l'œuvre? Bon, je passe la parole. La dernière phrase. Parce qu'il y a des trucs écrits, après je suis pas sûr d'avoir. Reprends depuis le début. Non. C'est par cet acte que se produit l'œuvre. Oui, ben, c'est-à-dire, j'avais entendu un jour le peintre Alechinsky, je crois, qui disait, moi, juste ce que je fais, c'est, je peins pas le réel, je peins ce que je vois. Donc c'était un peu dans cette idée, c'est-à-dire qu'il y a une trace, une marque, mais qui est en réalité quelque chose d'imperceptible, et c'est pas pour rien que la peinture vient remplacer ce qui ne peut se dire par la parole, en quoi ça rate, à quoi ça tient. Donc une forme devenue informe, qui par cet acte produit l'œuvre. Alors, pour terminer cette intervention à 3 voix, donc pour revenir sur la généalogie du concept, le pédopsychiatre Pierre de Lion résume cette fonction euphorique comme le portage de l'enfant sur les épaules psychiques de ses parents. Manière de reprendre le mythe christique en faisant une référence au roman Le Roi des Aulnes de Michel Tournier. Si la psychanalyse en retient une conceptualisation, c'est donc dans la dimension de portage, de holding, comme nous l'a rappelé Pascal, inhérente à la préoccupation maternelle primaire du pédiatre et psychanalyste anglais Winnicott, que de Lion s'étaye, en restant premièrement dans le registre du corps. Or, celle-ci ne peut se passer de la dimension du langage maternel, et de la manière dont ces mots vont envelopper le corps, le mordre, pour le situer au creux d'un nouage traversé par de l'imaginaire et du symbolique. C'est ainsi que l'autre vient parler et nommer le sujet, comme le Christ vient nommer Christophe, son porteur, qui précédemment était connu sous le nom de réprouvé. Dans ces tribulations, afin de servir celui qui serait le plus grand des maîtres, réprouvé erre de rois en seigneurs, jusqu'à vouloir assister le diable, considéré comme plus redoutable encore que tous les hommes qu'il pourrait trouver. Selon certaines versions, ce sont des brigands et non pas le diable. Mais observant un jour la peur et la fuite du diable devant un crucifix, réprouvé comprend que ce maître-là n'est toujours pas le plus puissant et se met alors en quête du Christ. C'est sa rencontre avec un ermite qui lui indiquera la berge du fleuve qu'il aura à faire traverser au voyageur que réprouvé trouvera Dieu par le Christ personnifié pour se mettre à son service. Ainsi, sans autre, pas de nomination, pas de sujet. Un homme seul n'est pas un homme. Et pour reprendre un bout du poème de Yves Bonnefoy, qui est admirablement accroché, donc c'est les planches courbes. L'homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive, près de la barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un léger bruit, l'enfant qui s'approchait, lui, tout à fait silencieusement, comprenait que la barque bougeait, contre son appontement ou une pierre. Il tenait serré dans sa main la petite pièce de cuivre. « Bonjour, monsieur, dit-il d'une voix claire, mais qui tremblait parce qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant, qui était là immobile. Mais le passeur, absent de soi comme il semblait l'être, l'avait déjà aperçu sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, répondit-il. Qui es-tu ? Oh, je ne sais pas, dit l'enfant.
Comment tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas de nom? L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. Je ne sais pas, dit-il à nouveau assez vite. Tu ne sais pas, mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on t'appelle. On ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison, quand tu as joué dehors et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir? N'as-tu pas un père, une mère? Où est ta maison, dis-moi? Et l'enfant de se demander maintenant ce que c'est qu'un père, une mère ou une maison. Un père, dit-il, qu'est-ce que c'est? Traversant le fleuve comme traversant le péché, la faute, l'eau se fait purgatoire ou baptême, par la rencontre d'un autre, l'assignant dans un signifiant, venant lui donner un nom et une inscription dans un désir sur lui porté. Comme le déplie le poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Et comme écrit Catherine Tartanac dans ses premières lignes, parfois, il n'y a pas d'explication. Parfois, seuls les greniers du cœur et de la mémoire guident la main du peintre. Nous pourrions y ajouter que, irrigué par tout un champ insu constitutif du par-l'être, cet être tissé dans le langage, la main découvre des trouvailles par l'irruption d'une figuration dans des paysages abstraits. C'est ce dont témoignait Pablo Picasso en exprimant que, dans son acte de création, il ne cherche pas, il trouve. Manière de rappeler comment l'œuvre peut venir, dans l'après-coup du geste même de production, renseigner son auteur sur ce qu'il peut insuffler, dans son objet, de désir inconscient, de pulsions sublimées qui l'animent. Ainsi, nul message à transmettre ou parole à délivrer, sinon à consentir à être dupe de son acte même. L'acte de création se fait alors point d'émergence, passage de ces signifiants qui, à ne pouvoir se dire dans une parole articulée, à rester dans l'opacité inconsciente faisant parfois éclater dans la langue une vérité insu, s'accroche ici à la toile pour s'y fixer. L'objet se fait maintenant le témoin d'une traversée subjective. Nous avançons alors d'une production pour dire à une œuvre ne pouvant que cerner ce qui, ne s'arrimant que de façon précaire à la matière, poursuit son lent travail de dépliage au fil d'une œuvre artistique. Car toujours quelque chose manque et y manque, poussant à produire, à créer, à trouver, encore et toujours. Citons Pierre Soulages. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. De la production de l'œuvre à la production du manque comme son point d'origine, c'est donc d'une figuration toujours à faire et à refaire, à produire et à reproduire qui pourrait permettre de cerner quelque chose des signifiants constitutifs de l'artiste dans leur insuffisance et leur évanescence. Ainsi, de quoi l'œuvre se fait-elle le support, sinon de ce que l'artiste accepte de perdre de lui ou d'elle, projeté sur son support, dans la matière de son pinceau et de ses huiles. S'il s'agit de ne pas fantasmer l'œuvre produite comme un prolongement de l'artiste, comme ce qui viendrait figurer l'informe de son inconscient mis sur la toile, nous pouvons davantage imaginer en quoi il s'agirait là, ce qui lui est le plus extérieur, car le plus intime. Et ce que l'artiste peut produire de ce qui lui est le plus précieux, c'est par là qu'il peut nous éclairer collectivement sur un mouvement de création, participant d'un travail de culture et de civilisation qui nous enseigne à tous. Merci. Alors, je vais dire combien je suis heureuse d'être ici et d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Parce que tout à coup, dans la conjonction actuelle dans laquelle nous sommes, tout le monde est au courant, je me sens être dans un mouvement, parce que c'est comme si ce que j'ai à dire vient logiquement après tout ce que vous avez dit chacun. Je suis extrêmement émue de ça, parce que c'est rare. Je vous remercie vraiment de ce que vous avez amené. Il y a plein de choses qui m'ont énormément touchée et qui m'ont remise dans quelque chose de plus joyeux, je dirais. Donc vraiment merci. Alors, je vais
Et évidemment, il y a quelque chose qui est la phrase que Christophe vous avait dite et qui est le début de mon texte. Donc, c'est magnifique. Je vais vous lire ce que j'ai préparé là. J'espère pas faire trop d'aparté. Lorsque Dominique Friard m'a contacté pour participer à cette rencontre, j'ai pris connaissance du dossier rassemblé par Catherine Tartanac, de ses encres, de ses esquisses et des textes. Ce dossier commence ainsi. Parfois, il n'y a pas d'explication. Parfois, seuls les greniers du cœur et de la mémoire guident la main du peintre. Certaines de ces encres m'ont évoqué les encres de Marcel Chétrit, qui est en écho visuel à mon recueil L'Indien au-delà des miroirs, dont le parcours a commencé par une lecture publique en 2010 au Festival d'Avignon, dans des circonstances que je vais en fait vous raconter. Dans le même temps, donc, ces mots ont convoqué un souvenir, celui de Marc Rapp, lisant son texte de présentation d'un livre qui venait de paraître en novembre 2011 aux éditions Tétis et qui s'intitule « Création d'une œuvre ». J'espérais pouvoir vous en apporter, mais je n'en avais plus et les gens des ateliers de création n'ont pas pu me les faire parvenir à temps. Mais on peut trouver ce livre en téléphonant ou en contactant les ateliers de création de Montfavet. Voici le début du texte que Marc Gérard Rapp a lu ce jour-là, présentant donc son livre sur la scène nationale de Cavaillon. La création, combien de temps ? Et il répondait, jusqu'à ce que s'arrête la liberté de créer, quand on refusera à chacun sa part de rêve. Aussi, j'ai pris le parti de me laisser guider par les greniers du cœur et de la mémoire, et aussi par la part du rêve, afin d'évoquer pour vous ma rencontre avec cet Indien aux multiples facettes, et ce que comporte d'engagement dans la rencontre de l'autre et de soi-même, cette fonction phorique. Car évidemment, cet Indien dont je parle est paradigmatique des chercheurs de lumière, des fous, des poètes, des artistes de leur propre vie. J'essaierai aussi de vous laisser percevoir par le poème les entrecroisements phoriques et même parfois euphoriques qui poursuivent leur travail invisible, tout comme l'inconscient œuvre en nous. Pascal Lévy nous a dit tout à l'heure d'où s'origine la fonction phorique. Je n'y reviendrai pas. Je souhaite aborder un aspect de cette fonction lorsqu'elle se déploie dans un collectif soignant et donc aussi citoyen. Cette rencontre avec l'auteur Marc Gérard Rapp commence pour moi par la lecture d'un manuscrit et la découverte d'un poème qui a cette particularité, ce poème, d'avoir été posé par fragments entre les chapitres du livre « Création d'une œuvre » comme un fil rouge. Ainsi, poésie et narration se portent l'une l'autre. Vous dire aussi que je connaissais l'acteur depuis plusieurs années et j'aimais ce qu'il dégageait sur scène, au théâtre de l'autre scène, donc qui est le théâtre des ateliers de création de Montfavet, et qui donne régulièrement des pièces au Festival d'Avignon. Je vous y invite chaque année. Eh bien, ce qu'il portait sur scène, c'était une justesse de ton et une présence absolument époustouflante. Alors, je vais vous dire ce poème qui comporte 2 didascalies, tel qu'il est reconstitué quand on prend tous ces fragments et qu'on les rassemble. Pour une introduction, je suivais des chemins rares comme je n'en avais jamais goûté. Partout des fleurs où dormaient des agneaux et des petites filles. L'air sentait une fiole débouchée de ses vapeurs et je flottais un peu, pensant à la grande nuit du maître. Je frissonnais un peu. La première flamme qui s'éleva était celle du maître. Elle monta très haut, brûlante. Je regardais la main du maître qui saisissait une seconde torche, ses doigts accrochés, fermes et volontaires. La chaleur se répandait. La deuxième lame monta. Le maître avait visé juste.
La lueur s'engouffra exactement au centre de la bouche de la nuit. Tout tremblait. Flammes, hommes, bêtes aussi. Un sifflement très long, la troisième s'en allait. Il aurait fallu leur arracher les arcs et les enfouir dans le feu qui s'était allumé au centre de la clairière. Le maître suait. Du noir, il sortit alors une carcasse énorme, animée, violente. Elle s'empara d'un arc, le tendit, l'écartela. Le bois se brisa. Coupure nette, cassure brutale. Je jouissais, j'avais très froid. Des trous, des déchirures. Je tordais la terre entre mes bras. L'homme était à terre aussi. Il suivait sa torche, tourné sur lui-même, plus aucun silence. Tout brûlait sans laisser aucune cendre, gorgeant le néant de nuages toujours plus noirs. Les chevaux fous ruaient au ventre de la poussière, déchaînaient des flots de boue à coups de sabot. Le maître peignait. Il crachait un paysage sur son ventre. Les flèches retombaient une par une, 5, 8, 10, 42 flèches, toutes celles que l'on avait tirées et d'autres encore inconnues. Un autre animal parlait. C'était la grande conscience des choses, la sensibilité collante qui mordait les sourires. J'avais réussi ma plus belle toile. Des couleurs agglutinées, grignotant les flétrissures, et crac, un trou énorme aussi gros que le poing. Le maître, la bouche ouverte, regardait couler son sang. Pour une fin, je meurs vieux dans un fossé de découverte, avec dans le regard un souvenir. Un page blanc que je ne soupçonnais pas se coule hors de moi, très loin de la clairière adorée. J'avais été très impressionnée, en lisant le manuscrit, par la beauté de ce poème, par ses images évocatrices, par la nécessité de son éclatement qui vient dans la forme dire quelque chose du fond de souffrance, de l'éclatement du monde, et combien dans le poème comme dans la narration, qui entoure finalement ce poème, la frontière entre la réalité et la fiction était poreuse. J'eus alors l'idée de proposer à des amis poètes, Caroline Sagot-Duvorou et Dominique Sorinte, que j'avais invités pour lire des extraits de leur dernier recueil un soir chacun au Festival d'Avignon, de lire également ce poème. Parce que Marc Gérard Rapp, à qui j'avais proposé de venir le lire, m'avait dit qu'il ne pourrait pas le lire. Mais il souhaitait être présent pour chacune de ses lectures. Et il rencontra ainsi ces poètes reconnus dans le monde de la poésie contemporaine, avec qui il a longuement dialogué ensuite. Pascal et d'autres nous ont dit la force et la nécessité de la part d'illusion créatrice pour la mère qui porte et accueille l'enfant, et combien cette illusion a une fonction, rendre le monde vivable, suffisamment vivable lorsqu'il est trop soumis au réel, avec un grand R, à l'impossible à dire, et parfois à l'impossible de supporter la souffrance psychique. Marc Gérard Rapp me dit plus tard combien ces moments au Festival d'Avignon avaient contribué à lui permettre de se confronter ensuite à une publication dans un cadre éditorial, celui des éditions Tétis, un cadre où donc un tiers a un regard sur le texte et le projet final. Il n'avait jusqu'alors que fait des éditions à compte d'auteur. Alors, qui est Marc Gérard Rapp, justement, à Cavaillon, tel que on le rencontre quand on vient au théâtre en 2011 ? C'est plus d'un an après ses lectures au Festival d'Avignon, donc en novembre 2011, que je lui propose de venir présenter son livre qui vient de sortir et qu'il a donc intitulé « Création d'une œuvre ». Le mot « journal clinique » qui était dans le manuscrit a disparu. Cette présentation se déroule dans le cadre d'un colloque du Point de Capiton, entre rêve et création, le fil rouge de l'infantile, point d'interrogation. L'infantile n'est pas l'enfance,
Il l'excède, justement parce qu'il demeure actif dans l'acte du peintre, dans le poème, dans la beauté du geste de l'ébéniste ou du tailleur de pierre, dans l'émerveillement d'entendre le chant de l'oiseau. Et ce fut comme un chant d'oiseau un instant suspendu. Lorsque le public entre dans le théâtre, Marc Gérard Rapp est déjà sur le plateau, assis dans un fauteuil au centre de l'espace sombre, et se tient, tête légèrement baissée, sur son texte écrit à la main sur un papier blanc. De là où je me trouvais, je voyais sa crinière argentée de vieux lion et ce papier blanc qui tremblait légèrement entre ses mains. Le plateau était encore dans l'ombre, et pourtant sa présence était sensible à tous. Une présence qui donnait de la densité à l'espace commun, qui devient celui du théâtre vivant, quand la présence de l'acteur crée un mouvement vibratoire englobant le public. Et ce mouvement happait chaque personne qui entrait dans la salle. Et le silence s'est fait sans que personne n'ait eu à le demander. Il y avait 250 personnes. La suspension de toute parole inutile, alors que chacun s'installait dans les rangées de fauteuils, venait de l'énigme que créait la présence de l'acteur seul sur scène. Mais ce jour-là, il n'était pas seulement le comédien, l'acteur qui avait interprété avec force le personnage de l'Indien Bromden dans Vol au-dessus d'un nid de coucou sur cette même scène. Il s'agissait ici de Marc Gérard Rapp, l'écrivain. Quand il se présentait, il disait « Je suis Marc Rapp ». Et quand il se présentait comme écrivain, il disait « Marc Gérard Rapp ». L'écrivain qui venait dire à tous ce que c'est qu'écrire, créer et donc aussi rêver. Avec cette voix brisée parfois et pourtant si puissante, il parla de son livre « Création d'une œuvre » qui venait d'être publié et pour lequel il était invité à ce colloque. Et bien au-delà du livre, il nous raconta le rapport qu'entretient l'artiste avec sa création et qu'entretiennent les hommes avec l'art. On a ce texte dans les actes de ce colloque. Il nous dit avec des accents de vérité mêlés d'une souffrance maîtrisée, dans lesquels certains crurent entendre la voix d'Antonin Artaud, combien la destruction peut côtoyer la création et combien tout cet équilibre que permet l'œuvre présentée est fragile. Voici quelques mots en conclusion de son texte. Je cite, « De par leur grande disponibilité, les artistes et les enfants se sentent perpétuellement offensés. Ils en deviennent cruels. Là, peut-être, le jeu de fil rouge et de sonnettes d'alarme. » Plus loin, il dit « Ne cherchez pas l'auteur derrière ce qu'il écrit. C'est l'œuvre qui est miraculée, cette énigmatique littérature. » Et puis, cette phrase qu'on trouve au milieu de son texte, « Je vivais dans un irréel terrible, mais certainement merveilleux. On m'a proposé de mieux l'exprimer. Je présente aujourd'hui ce livre que j'ai écrit en 2 ans, accumulation de notes sur les répétitions et réflexions sur mon personnage, le chef indien Bromden. Je lui ai proposé de se fondre en moi, et partout, sur scène, hors du théâtre, en voyage, nous étions l'Indien. Le rêve a rattrapé la réalité, et la réalité a absorbé le rêve, et un livre est né. » Je voudrais vous lire maintenant, parce que qui porte qui, un extrait de L'Indien au-delà des miroirs, qui est paru donc en 2020, après toute cette aventure, si je retrouve mon texte, et qui est en fait édité en hommage à Marc Gérard Rapp, à Jean-Louis Giovannoni également, qui est un des poètes assistants social qui fait partie de cette fonction phorique pour moi. Il raconte des histoires, l'homme au regard de feu. Au centre du désastre, il hallucine un verbe, pousse à la vie. Ces phrases tordent le sens, vertige. Il n'est plus ce noyé ivre d'effroi auquel le passant jetait une pierre sauvage. Il rejoint la cohorte à la marge des jours et l'observe rieur se dandiner au théâtre des apparences. Sa plume vive, jamais cruelle. Il sait la violence des mots, les paradoxes, la déchirure,
la griffe des frayeurs, le combat à mener pour rassembler l'image. Il habite le verbe, alors le temps existe. Il loge au creux des mots, alors l'espace contient son horizon, comme piano nostalgique sur une nappe d'eau, clairière pour apaiser la soif. 3 javelots fichés dans la bouche de la nuit détournent les chevaux du chagrin dont les sabots rugueux dessinent un paysage. Jadis, sur son ventre s'écoulait la couleur et l'effroi. Il raconte des histoires, l'homme au regard de braise. D'un geste troue le tableau du songe. Son texte est un enfant suspendu à un arbre. C'est de là qu'il entend le murmure des hommes. Dans la césure, l'œuvre s'écrit, vaste fresque incendiée, paysage de sang, d'ocre qui pleure sous l'averse, sable s'égouttant de la toile où repose un vieillard aride. L'Indien a rencontré son double, fantôme venu d'ailleurs, de nulle part. Ses paroles sont l'incandescence du songe. De l'effroi, il tire la matière pour bâtir sa maison. Il distribue l'espace pour élargir le temps. Et ces 12 livrées sont des villes traversées, des théâtres de rêve, des palais aux douves asséchées. Il côtoie l'ivresse, frôle la démesure, avant de raconter l'épée qui le traverse. 3 lames ont meurtri l'espace. La première, dévorée par une bouche rebelle. La seconde, brandie au-dessus des braises, se consume avant d'avoir tué. La dernière est suspendue au rire des saisons. Alors, j'avais eu connaissance donc de ce texte de 400 pages qu'il avait écrit. C'était lors d'un séminaire des équipes, des ateliers, séminaire mensuel, intitulé Psychose et création, où chaque soignant, chaque artiste était invité à parler de sa pratique à partir d'un écrit produit pour cette occasion. C'est dire donc la fonction phorique de l'écrit dans ce service. Et je pense que c'est ce qui doit nous soutenir vraiment aujourd'hui d'être dans cette fonction de l'écrit, un écrit véritable, pas de la communication. J'apprends alors que Marc Gérard Rapp fréquente depuis plusieurs années 2 ateliers, donc le théâtre de l'autre scène et le théâtre l'atelier d'écriture papier de soie, après avoir été régulièrement à l'atelier peinture Marie-Laurencin, où il ne va plus depuis qu'il a commencé à faire du théâtre. Ce n'est que tardivement que les équipes ont appris qu'il écrivait régulièrement, tout en répétant le difficile rôle de l'Indien Bromden qu'il devait incarner dans Vol au-dessus d'un nid de coucou en 2009 au Festival d'Avignon. Après la toute dernière représentation de la pièce, il confie alors au docteur Pandelon, responsable des ateliers et directeur artistique de la troupe, ce manuscrit. Puis il l'autorise à faire lire ce manuscrit à quelques autres. Marc Rapp sait qui je suis. Ma fonction est d'être régulatrice des équipes, c'est-à-dire en fait je ne suis pas complètement dans le service. Je travaille auprès des équipes à les aider à réfléchir à leur pratique. Mais les patients, les personnes qui sont là, me connaissent, me côtoient. Il acceptera donc que je prenne connaissance de son texte. J'étais également, à l'époque, enseignante au DU d'animation d'écriture d'Aix-Marseille et je travaillais sur la figure de la métalèpse dans la littérature contemporaine. À la lecture de ce manuscrit, je découvre un travail d'écrivain et je demande alors à Marc Rapp s'il accepte de me rencontrer, car si nous nous croisons parfois, puisqu'il m'est souvent arrivé de féliciter les acteurs après des représentations, nos échanges ont toujours été quand même assez discrets. Et nous avons donc fixé un rendez-vous, un premier rendez-vous. Je ne savais pas s'il accepterait de poursuivre. Il accepta, mais en établissant ensemble un cadre qui lui convenait, et nous savions, lui et moi, que je partirais du service 1 an plus tard. Je lui dis lors du premier entretien l'intérêt que j'avais pris à la lecture de création d'une œuvre, journal clinique, et je lui disais cette conjonction particulière
que j'y avais trouvé des champs de la réalité et de la fiction. J'avais, avant cet entretien, lu d'autres ouvrages plus courts qu'il avait publiés à compte d'auteur, et je lui parlais de ce que je percevais d'un parcours d'écrivain qui va d'une narration au plus proche d'une réalité commune, événementielle, à ce dernier travail où les niveaux narratifs s'entrecroisent entre fiction et réalité transformée. Un peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ce tableau aussi. Il importe ici de dire qu'à la lecture du manuscrit, on peut deviner l'effort accompli pour aller au bout de l'expérience de théâtre dans laquelle il est engagé. Il écrit « Il lui faut assimiler le parcours » afin d'incarner le personnage de l'Indien Bromden sans s'y perdre et y trouver un gain du côté du plaisir d'exister simplement. Nos rencontres ont porté uniquement sur ce qu'il pouvait dire de son travail d'écrivain. Je ne voulais absolument pas rentrer dans une position d'art thérapeute, on va dire, ou de clinicienne, ou de quelqu'un qui s'intéresse à son anamnèse. Son manuscrit me semblait d'une facture contemporaine et je lui ai proposé de le faire lire donc à cet ami, professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de Gérard Genès et de la métallèse. Il accepta tout en fixant là encore les limites qui étaient les siennes et que j'entendais comme une grande confiance en moi et en ma capacité à tenir parole, sur des détails très techniques souvent qu'il m'imposait. Mon ami me dit combien cette écriture était impressionnante et en effet métaleptique. Alors qu'on pourrait y lire un simple délire. Mais le délire, justement, n'est-il pas la tentative de se guérir en tordant la langue ? Après ce retour avisé, l'idée puis la possibilité de la publication de son manuscrit ont cheminé pour lui. Il se chargea alors lui-même des contacts avec l'éditeur, tout comme il avait fait le nécessaire pour que le manuscrit soit lisible sous forme de tapuscrit. Ainsi, je ne fis que l'accompagner et lui énoncer par là combien je croyais en son talent autant qu'en son travail d'écrivain. Car il n'y a pas d'écriture sans réécriture, sans un travail sur le texte et sur la construction du livre. C'est tout ce travail d'écrivain qu'il me donna à entendre durant ces conversations qui duraient environ 1h30. Il y en eut à peu près une dizaine. Dans ces échanges, il me dit combien il ressentait l'importance de l'appui qu'il prenait sur les membres de l'équipe soignante, administratif aussi, comme la secrétaire par exemple, et artistes des ateliers. Ainsi, dans le collectif, la fonction phorique implique certes un au-delà des rôles sociaux et des statuts professionnels, si on suit ce que raconte Houry et Toscaïès, mais aussi la construction d'instances tierces repérables par tous comme étant des lieux de dialogue possible et de réflexion. Et je crois que c'est ça aussi qu'on a à créer dans les politiques de plus en plus actuellement. Le séminaire, comme les réunions dites de régulation avec les équipes, en étaient partie prenante. C'est d'ailleurs elles qui ont permis que, malgré les bouleversements actuels à l'hôpital, les équipes encore en place poursuivent leur travail avec une accroche sur la réflexion plutôt que sur les normes en rigueur et en vigueur. Écrivant ces mots, j'ai pensé alors que le point de ces mots que je vous dis là, aujourd'hui pour vous, j'ai pensé que le point de Capiton a lui-même depuis plus de 30 ans cette ambition qui est une nécessité de mettre en œuvre la fonction phorique dans des rencontres publiques et non pas seulement apporter des savoirs. Et je me suis dit en vous écoutant que c'est peut-être le projet de Lapsus Numérique. Fonction phorique nécessaire pour les personnes invitées, auteurs, soignants, psychanalystes, poètes, peintres, écrivains, citoyens, publics. Ne pas rester dans un entre-soi, mais ouvrir à la surprise. Hospitalité, accueil, écoute et acceptation que tant de choses échappent. René Pandelon disait en 2011 « Je crois que c'est difficile avec tout ce qui a trait à la protocolisation d'expliquer au directeur qu'on travaille, surtout quand on rêve la nuit. » Il lui avait dit ça. Mais je crois que c'est une chose essentielle. Soigner, c'est faire avec l'autre un travail de création. Est-ce que vous voulez bien que je vous lise un dernier poème ? Ou bien, si c'est trop long, je m'arrête. Dites-moi, vraiment. Je m'arrête. La question donc demeure ouverte. On ne sait pas finalement qui porte qui a permis à l'autre d'avancer, qui de l'Indien Bromden et tous ces Indiens, ou de psychanalystes, qui de l'enfant ou de l'adulte parle dans le poème.
Voilà, je vous remercie.